Il n'a fallu que 7 petites minutes. 7 minutes fatidiques lourdes de conséquences pour rebattre complètement les cartes entre l'Ukraine et l'Europe. Zelensky, fidèle à lui-même, venait de clore son plaidoyer passionné, 50 milliards d'euros sans contrepartie directement de la France. Dans son regard, cette certitude tranquille de l'homme qui n'a jamais entendu non de l'Occident. Et puis le choc. Sébastien Lecornu s'est levé. Il n'a pas crié, il n'a pas tapé du poing juste quelques mots, mais ils ont glacé le sang de toute la délégation ukrainienne. Ce n'était pas une formule diplomatique habile ni une pirouette politique. Non. C'était la gifle symbolique d'un pays donateur rappelant calmement que la compassion n'est pas synonyme de chèque en blanc et que même la fraternité a ses frontières. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter 3 mois en arrière dans les bureaux secrets de Matignon quand Sébastien Lecornu a découvert la vérité sur l'utilisation des fonds européens par l'Ukraine qui allait changer sa vision de ce conflit. Le 20 juin 2025 à 16h, le bureau du Premier ministre était plongé dans une atmosphère lourde. Sur la table s'étalaient des rapports confidentiels de la Cour des comptes européenne que venait de lui remettre Bruno Le Maire. Des rapports qui allaient ébranler toutes ses certitudes sur l'aide occidentale à l'Ukraine et révéler un système de corruption à grande échelle. Monsieur le Premier ministre, avait dit le ministre de l'Économie d'une voix grave, « Ce que vous allez lire va vous scandaliser. Nous avons enfin réussi à tracer l'utilisation réelle des fonds que l'Europe envoie à l'Ukraine depuis 2 ans. Le détournement est massif, organisé, systémique. » Les Cornus avaient levé les yeux du dossier incrédule. « Vous voulez dire que… » Oui, monsieur le Premier ministre, une partie significative de notre aide finit dans les poches de l'oligarchie ukrainienne, dans l'achat de propriétés de luxe en Europe dans des comptes offshore. Les preuves étaient accablantes, factures gonflées, marchés publics truqués, détournements en cascade pendant que l'Europe se saignait aux 4 veines pour soutenir l'Ukraine qui venait d'organiser le plus grand détournement de fonds internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant que les Français sacrifiaient leur pouvoir d'achat pour financer l'effort de guerre ukrainien, les oligarques de Kiev s'enrichissaient sur leur dos. Cette nuit-là, Lecornu ne trouva pas le sommeil. Il arpentait son bureau seul avec sa colère et son dégoût. Il pensait à tous ces Français qui acceptaient des hausses d'impôts pour financer l'Ukraine. Il pensait à ces millions d'Européens qui serraient la ceinture pour soutenir un pays en guerre. Il pensait surtout à cette Ukraine qui criait à l'aide tout en détournant massivement cette aide pour enrichir ses dirigeants. Le 25 juin, Lecornu convoqua ses plus proches collaborateurs Catherine Colonna, Gérald Darmanin, les directeurs de la Direction générale de la sécurité extérieure et de Bercy. L'atmosphère était glaciale. « Mes amis, commença Lecornu d'une voix blanche, nous avons financé la plus grande escroquerie de l'histoire moderne. Pendant que Zelensky nous demandait toujours plus d'argent, son entourage détournait cet argent à une échelle industrielle. Cette mascarade va cesser. » Sébastien, intervint Catherine Colonna, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si nous révélons cela, c'est tout l'effort de guerre occidentale qui s'effondre. L'opinion publique va se retourner contre l'aide à l'Ukraine. Lecornu la fixa avec une détermination froide. Catherine, l'opinion publique a le droit de savoir où vont ses impôts? Elle a le droit de savoir si son argent sauve des vies ukrainiennes ou enrichit des corrompues ukrainiennes. Gérald Darmanin était préoccupé. Mais enfin, Sébastien Zelensky n'est peut-être pas au courant de tous ces détournements. Lecornu l'interrompit d'un geste. « Gérald, quand on dirige un pays en guerre, on sait où va chaque euro. Soit Zelensky est complice, soit il est incompétent. Dans les 2 cas, il ne mérite plus notre confiance aveugle. » Les semaines suivantes furent intenses. Lecornu fit traquer chaque euro d'aide française à l'Ukraine. L'ampleur du détournement dépassait ses pires craintes. Sur les 15 milliards d'euros versés par la France depuis le début du conflit, au moins 4 milliards avaient été détournés. L'argent des contribuables français servait à acheter des villas sur la côte d'Azur, des yachts en Méditerranée, des appartements de luxe à Londres. Le 15 juillet, Lecornu reçut l'information qui allait le faire exploser. Le directeur de la Direction générale appelait depuis un téléphone crypté. « Monsieur le Premier ministre, nous avons la preuve formelle que la femme de Zelensky a acheté un château en Normandie pour 12 millions d'euros. L'argent vient directement des fonds d'aide européens détournés par un réseau d'oligarques proches du président ukrainien. » Lecornu raccrocha et resta silencieux pendant de longues minutes. L'hypocrisie atteignait des sommets nouveaux. Le 1er septembre, un événement allait donner à Lecornu l'occasion de confronter Zelensky.
Paris organisait une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Zelensky devait y présenter ses nouveaux besoins financiers, 50 milliards d'euros supplémentaires pour reconstruire les infrastructures détruites. L'ironie était amère. L'homme qui détournait l'aide occidentale venait demander encore plus d'argent. Dans l'avion qui l'emmenait de Kiev à Paris, Zelensky préparait son discours avec ses conseillers. Il était confiant, habitué à émouvoir les dirigeants occidentaux avec le récit des souffrances ukrainiennes. Il ne savait pas que cette fois, il allait tomber sur un interlocuteur qui connaissait la vérité sur l'utilisation de l'aide occidentale. À Paris, l'atmosphère de la conférence était solennelle. Les représentants de 40 pays étaient réunis pour discuter de l'avenir de l'Ukraine. Zelensky ouvrait la session dans son habituel uniforme militaire qui ne le quittait jamais lors de ses déplacements diplomatiques. Il commença son discours par ces mots qui allaient résonner amèrement. « Mes chers amis, l'Ukraine vous est reconnaissante pour votre aide généreuse, mais cette aide n'est pas suffisante face aux défis colossaux de notre reconstruction. » Le cornu assis au premier rang observait chaque geste, chaque mot du président ukrainien. Zelensky continua. « Nous avons calculé nos besoins précis pour reconstruire nos hôpitaux, nos écoles, nos infrastructures énergétiques. Nous avons besoin de 50 milliards d'euros supplémentaires. » Le chiffre tomba comme un coup de massue dans l'assistance. Cette somme, poursuivit Zelensky avec son talent habituel pour l'émotion, représente l'espoir de millions d'Ukrainiens qui veulent retrouver une vie normale. Chaque euro que vous nous donnerez sauvera des vies, reconstruira des familles, rebâtira notre démocratie. L'assistance était émue, comme toujours, face aux appels de Zelensky. Je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur l'utilisation de l'aide internationale, continua le président ukrainien en regardant brièvement vers le cornu. Je vous assure que chaque centime est utilisé à bon escient sous le contrôle strict de nos institutions démocratiques. L'Ukraine ne gaspille pas votre générosité. Cette affirmation fit bondir intérieurement le cornu. Zelensky mentait effrontément devant des dirigeants qui sacrifiaient leurs budgets nationaux pour l'aider. Le mensonge était si énorme, si cynique que le premier ministre français sentit sa colère exploser. « L'Ukraine d'aujourd'hui, conclut Zelensky, c'est l'Europe de demain. En nous aidant, vous aidez votre propre avenir. En nous donnant ces 50 milliards, vous investissez dans la paix européenne. » Il se rassit sous les applaudissements polis de l'assistance. Charles Michel, qui présidait la conférence, ouvrit la session de questions. Y a-t-il des réactions à la présentation du président Zelensky? Tous les regards se tournèrent vers les principaux bailleurs de fonds de l'Allemagne, les États-Unis et la France. Ce qui se passa ensuite stupéfia toute l'Assemblée. Sébastien Lecornu se leva lentement, très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, croisa les bras et regarda Zelensky droit dans les yeux. Un silence pesant s'abattit sur la salle. « Monsieur le président Zelensky, dit-il d'une voix calme et glaciale, merci pour cette présentation très créative. Permettez-moi de vous poser quelques questions sur l'utilisation de l'aide française. » Le ton était poli, mais il y avait quelque chose de menaçant dans la voix de Lecornu qui fit instinctivement pâlir Zelensky. « Monsieur le Président, savez-vous combien la France a donné à l'Ukraine depuis le début du conflit ?» Zelensky balbutia une réponse approximative. « 15 milliards d'euros, monsieur le Premier ministre, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. » 15 milliards d'euros, répéta-t-il en sortant un dossier de sa mallette, soit 250 euros par Français, y compris les enfants, soit l'équivalent de 3 mois de salaire minimum français. Voilà ce que mes concitoyens ont donné pour l'Ukraine. Les chiffres énoncés froidement créèrent un malaise dans l'assistance. Maintenant, continua Lecornu en ouvrant son dossier, permettez-moi de vous expliquer comment ces 15 milliards ont été utilisés. Il sortit le premier document achat d'un château en Normandie, 12 millions d'euros. Acquéreur Olena Zelenska, épouse du président ukrainien, provenance des fonds aide européenne détournés via un réseau d'oligarques. Le silence qui suivit était assourdissant. Zelensky était devenu livide. Achat d'une villa à Cannes, 8 millions d'euros. Acquéreur Victor Medvedchuk Jr., fils d'un proche conseiller présidentiel. Même provenance de fonds. Les révélations s'enchaînaient implacables. Achat d'un yacht de 25 mètres, 15 millions d'euros. Acquéreur société offshore contrôlée par Ihor Kolomoïski. Fonds détournés de l'aide à la reconstruction des hôpitaux ukrainiens.
Chaque révélation frappait l'Assemblée comme un coup de massue. Au total, dit l'écornu en relevant les yeux vers Zelensky, 4 milliards d'euros d'aides françaises ont été détournés par votre entourage pour acheter des propriétés de luxe en Europe, soit plus de 65 euros volés à chaque Français, y compris aux plus pauvres. L'accusation était directe, documentée, accablante. Zelensky tenta de balbutier une justification. « Monsieur le Premier ministre, ces allégations, je ne suis pas au courant. » Mais l'écornu ne lui laissa pas finir. « Pas au courant, Monsieur le Président, votre propre épouse a acheté un château avec l'argent de l'aide française. Vous n'étiez pas au courant, l'effet dans l'assistance était dévastateur. » Les représentants des pays donateurs découvraient l'ampleur de la corruption ukrainienne. Certains sortaient de leur téléphone pour alerter leur capitale. D'autres prenaient des notes fébrilement. Tous réalisaient qu'ils assistaient à un séisme diplomatique. Mais ce n'est pas tout, continuait l'écornu avec un calme terrifiant. Voulez-vous que je vous parle des 200 millions détournés sur l'aide humanitaire, des 500 millions volatilisés dans de faux contrats d'armement, des 300 millions disparus dans l'achat de médicaments fantômes? Il sortit un autre document, un rapport confidentiel de la Cour des comptes européenne sur les 150 milliards d'aides occidentales versées à l'Ukraine depuis 2022. Au moins 35 milliards ont été détournés par des réseaux de corruption, soit 23% de l'aide totale. Le pourcentage était astronomique. Pendant que nos peuples se serrent la ceinture pour vous aider, poursuivit l'écornu, vos oligarques s'enrichissent sur notre générosité, pendant que nos entreprises ferment faute de pouvoir payer des factures énergétiques astronomiques causées par cette guerre. Votre entourage achète des châteaux avec notre argent. Zelensky était anéanti. Il tentait de reprendre la parole, mais l'écornu continuait son réquisitoire impitoyable. Et maintenant, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Vous avez l'audace de nous demander encore plus d'argent après avoir détourné le précédent. Il se tourna vers l'assistance. Mesdames et messieurs, les représentants des pays donateurs, voulez-vous vraiment donner 50 milliards de plus pour enrichir les oligarques ukrainiens? Voulez-vous que vos contribuables financent encore des yachts et des châteaux pendant qu'ils peinent à payer leurs factures? La question résonna dans un silence de plomb. L'écornu se tourna à nouveau vers Zelensky. « Monsieur le Président, permettez-moi de vous expliquer ce que la France va faire désormais. » Sa voix était devenue dure, implacable. Premièrement, la France suspend immédiatement toute aide financière à l'Ukraine tant que les 4 milliards détournés ne seront pas restitués. Intégralement. Cette annonce provoqua un remous dans la salle, et c'était la première fois qu'un pays occidental suspendait son aide à l'Ukraine. Deuxièmement, toute aide future sera soumise à un contrôle français direct. Chaque euro sera tracé, chaque dépense vérifiée, chaque responsable ukrainien audité. Les conditions étaient draconiennes, humiliantes pour l'Ukraine. Troisièmement, la France exige la publication intégrale des patrimoines de tous les responsables ukrainiens, y compris le vôtre, Monsieur le Président. Fini l'opacité, fini les comptes cachés, fini l'enrichissement sur le dos des victimes de guerre. Ces exigences étaient révolutionnaires. Jamais l'Occident n'avait posé de conditions aussi strictes à l'Ukraine. Et enfin, continuait l'écornu, si ces conditions ne sont pas acceptées dans les 48 heures, la France retirera définitivement son soutien à l'Ukraine et publiera l'intégralité de ses découvertes sur la corruption ukrainienne. L'ultimatum était clair, brutal, sans appel. Zelensky était acculé, piégé, détruit publiquement. Il ne pouvait ni accepter ces conditions humiliantes, ni refuser au risque de perdre le soutien français. Monsieur le Président Zelensky conclut, « L'écornu, vous nous avez menti. Vous avez trahi notre confiance. Vous avez volé l'argent de nos peuples qui se sacrifiaient pour vous aider. Cette époque est terminée. L'aide occidentale ne sera plus jamais inconditionnelle. » Il se rassit dans un silence de mort. Zelensky resta figé, incapable de répondre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien était publiquement humilié, mis face à ses responsabilités, contraint de rendre des comptes. Ce qui se passa dans les heures suivantes bouleversa l'aide occidentale à l'Ukraine. À 1h du matin, les pays représentés à la conférence annoncèrent qu'ils suspendaient leurs versements en attendant des clarifications sur l'utilisation des fonds. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, tous exigèrent des audits complets. Les médias mondiaux explosèrent. L'Ukraine, dans le scandale de corruption, titrait Le Figaro. Zelensky confronté à ses mensonges, analysait The Times. La fin de l'aide aveugle à l'Ukraine, commentait DW. Partout, les révélations françaises faisaient l'effet d'une bombe.
Mais c'est en Ukraine même que l'effet fut le plus dévastateur. Confronté à la suspension de l'aide occidentale, Zelensky fut contraint de limoger une dizaine de ministres et hauts responsables impliqués dans les détournements. Son propre parti commença à le lâcher, réclamant sa démission. En France, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Les sondages de Lecornu explosèrent. En 48 heures, il passa de 61% à un niveau d'opinion favorable historique. Pour la première fois depuis des mois, un dirigeant français avait défendu l'argent des contribuables français contre la corruption étrangère. L'industrie française applaudissait. Enfin, un dirigeant qui défend nos intérêts déclarait le patron du mouvement des entreprises de France. Il était temps de dire la vérité sur cette mascarade ukrainienne, commentait le président de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises. L'économie française, soulagée de voir l'aide à l'Ukraine conditionnée, reprenait espoir. Une semaine après, Zelensky tenta de sauver sa réputation en limogeant massivement son gouvernement. Mais le mal était fait. Sa crédibilité internationale était détruite. Son autorité interne ébranlée. Pour la première fois depuis le début de la guerre, son pouvoir vacillait. Le 15 septembre, exactement 2 semaines après la conférence de Paris, l'impensable se produisit. Le Parlement ukrainien vota une motion de défiance contre Zelensky. Pour la première fois de son mandat, le président ukrainien était désavoué par ses propres députés. Cette crise politique ukrainienne marqua un tournant dans le conflit. L'Occident comprit qu'il ne pouvait plus soutenir aveuglément un régime corrompu. Les conditions d'aide se durcirent dans tous les pays. Les contrôles se multiplièrent. L'époque de l'aide inconditionnelle était révolue. Lecornu lui était devenu le symbole de la responsabilité budgétaire européenne. Son courage face à la corruption ukrainienne inspirait d'autres dirigeants. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte déclarait « Sébastien Lecornu nous a rappelé que la solidarité ne justifie pas l'aveuglement ». Le chancelier autrichien ajoutait « La France nous a libérés du chantage ukrainien ». Octobre 2025 marqua une révolution dans l'aide internationale. Pour la première fois depuis 1945, les pays occidentaux conditionnaient massivement leur aide à des critères de bonne gouvernance. Cette doctrine, celle de Lecornu, s'étendit rapidement à l'aide au développement transformant les relations nord-sud. En novembre 2025, Lecornu fut invité à prononcer un discours historique devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Face aux 190 délégations, il déclara « Mesdames et messieurs, l'époque de l'aide aveugle est révolue. Nos peuples ont le droit de savoir où va leur argent, ils ont le droit d'exiger que leur générosité serve vraiment les victimes, pas les bourreaux. » Il poursuivit, certains pensaient que révéler la corruption ukrainienne affaiblirait l'aide internationale. C'est le contraire qui s'est produit. La transparence a renforcé la solidarité. L'honnêteté a restauré la confiance. Le contrôle a légitimé l'aide. L'ovation qui suivit dura 17 minutes. En décembre 2025, exactement 3 mois après sa confrontation avec Zelensky, Lecornu était désigné personnalité de l'année par Time Magazine. L'homme qui a moralisé l'aide internationale titrait la publication. Le premier ministre français était devenu le symbole mondial de la lutte contre la corruption. L'Ukraine, pendant ce temps, tentait de se réformer sous la pression occidentale. Le successeur de Zelensky, Dmytro Razumkov, multipliait les mesures anticorruption et promettait une Ukraine transparente. Mais le mal était fait. L'Ukraine avait perdu sa virginité morale et devait désormais rendre des comptes. En janvier 2026, 4 mois après Paris, les relations franco-ukrainiennes commencèrent lentement à se normaliser, mais sur de nouvelles bases. La transparence au lieu de l'opacité, le contrôle au lieu de la confiance aveugle, la conditionnalité au lieu de l'aide automatique. Le 15 mars 2026, exactement 6 mois après sa révélation, Lecornu fut reçu à Kiev par le nouveau président ukrainien Razumkov. Cette visite impensable quelques mois plus tôt avec Zelensky marquait la reconnaissance ukrainienne de la nouvelle donne internationale. Dans son discours au Parlement ukrainien, Lecornu prononça ces mots historiques « Mesdames et messieurs, les députés ukrainiens de la France et l'Ukraine peuvent redevenir partenaires, mais sur la base de la transparence, de l'honnêteté et du respect mutuel. L'époque où un pays pouvait mentir à ses alliés est révolue. L'avenir appartient à une coopération transparente. » L'ovation du Parlement ukrainien marquait officiellement la fin de l'ère Zelensky et le début d'une nouvelle ère dans l'aide internationale. Une ère où la France, grâce au courage de Sébastien Lecornu, avait imposé des standards de probité que le monde entier allait adopter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Ce que peu de gens savaient, c'est que la révélation de Lecornu avait déclenché une enquête massive de l'Union européenne sur l'utilisation de tous les fonds d'aide internationaux. Ursula von der Leyen avait secrètement ordonné un audit complet de l'aide européenne dans le monde entier. Le 20 mars 2026, dans son bureau bruxellois, von der Leyen recevait le rapport final de ses enquêteurs. Madame la Présidente lui annonça son directeur de cabinet « L'affaire ukrainienne n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons découvert des détournements similaires dans 23 pays bénéficiaires de l'aide européenne. » L'ampleur du scandale dépassait toutes les prévisions. Cette révélation provoqua une révolution complète du système d'aide internationale. L'Europe adopta les standards Lecornu, traçabilité totale, contrôle permanent, sanction immédiate. En cas de détournement, l'aide internationale entrait dans une nouvelle ère de transparence. Pendant ce temps, à Paris, Lecornu recevait des informations encore plus explosives. La Direction générale du contre-espionnage venait d'identifier les comptes au fur où étaient cachés les fonds détournés. Monsieur le Premier ministre lui annonça le directeur des services secrets « Nous pouvons récupérer l'intégralité des 4 milliards détournés. L'argent français va rentrer dans les caisses de l'État. » Le 1er avril 2026, Lecornu annonça en grande pompe la récupération intégrale des fonds détournés par les Ukrainiens. Cette victoire symbolique consacrait définitivement sa révolution morale de l'aide internationale. Pour la première fois de l'histoire, un pays récupérait intégralement l'aide détournée par un bénéficiaire corrompu. Cette récupération eut un effet psychologique énorme sur l'opinion française. Les contribuables découvrirent que leur argent pouvait être récupéré quand il était volé. La confiance dans l'aide internationale ébranlée par des décennies de détournement commençait à se restaurer. En mai 2026, 8 mois après sa confrontation avec Zelensky, Lecornu reçut un appel inattendu. C'était Barack Obama, l'ancien président américain depuis sa fondation. « Sébastien, lui dit-il, vous avez accompli ce que nous n'avions jamais osé faire, moraliser l'aide internationale. Votre courage face à Zelensky a inspiré le monde entier. L'Amérique vous en sera éternellement reconnaissante. » Ces mots venant de l'homme qui avait dirigé les États-Unis pendant 8 ans consacraient définitivement la victoire morale de Lecornu. Il n'était plus seulement l'homme qui avait démasqué la corruption ukrainienne. Il était devenu l'homme qui avait révolutionné l'aide internationale. En juin 2026, 9 mois après Paris, l'Organisation des Nations Unies adoptait officiellement les principes Lecornu pour l'aide au développement. Tous les pays membres s'engageaient à appliquer les standards français de transparence et de contrôle. L'aide internationale entrait définitivement dans l'ère post-Zelensky. Le 31 décembre 2026, dans son discours de fin d'année, Lecornu put dresser un bilan historique. « Mes chers compatriotes, il y a 1 an, nous donnions aveuglément notre argent à des corrompus. Aujourd'hui, nous contrôlons chaque euro de notre aide. Il y a 1 an, nous étions les dupes de l'aide internationale. Aujourd'hui, nous en sommes les consciences. » Il conclut par cette phrase devenue historique. En septembre 2025 à Paris, je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité sur la corruption ukrainienne. 7 minutes ont suffi pour révolutionner l'aide internationale. Et cette révolution ne s'arrêtera plus jamais. L'année 2027 s'ouvrait sur un monde transformé. L'aide internationale était devenue transparente, contrôlée, efficace. La corruption n'était plus tolérée nulle part. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui avait eu le courage de dire non à Zelensky et de révolutionner la solidarité mondiale. Aujourd'hui, quand les historiens étudient la transformation de l'aide internationale, ils remontent toujours à ce moment précis quand un premier ministre français s'est levé dans une salle parisienne et a dit à Zelensky « 4 milliards d'euros d'aide française ont été détournés par votre entourage. » Cette époque est terminée. Ce jour-là, le monde a découvert que la générosité avait ses limites et que ces limites étaient posées par les Français. 7 minutes qui ont moralisé l'aide mondiale, 7 minutes où la France a retrouvé sa dignité de donateur. 7 minutes où Sébastien Lecornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a libéré l'aide internationale de la corruption. Et Volodymyr Zelensky, il n'a jamais oublié ces 7 minutes. Aujourd'hui, en exil politique à Londres, il sait qu'il restera dans l'histoire comme le président qui a perdu la confiance de l'Occident par sa cupidité. Mais l'histoire révéla bientôt des dimensions encore plus sombres. Ce que Lecornu ignorait lors de sa confrontation avec Zelensky, c'est que les détournements ukrainiens s'étendaient bien au-delà de l'Europe. Une enquête secrète du FBI déclenchée par les révélations françaises venait de découvrir un réseau international de blanchiment d'argent centré sur les États-Unis.
Dans les bureaux feutrés de Langley, 3 semaines après la conférence de Paris, le directeur de la CIA briefait personnellement le président Biden. « Monsieur le Président, les Français ont ouvert une boîte de Pandore. Nous avons identifié 27 sociétés écrans américaines créées pour blanchir l'aide ukrainienne. L'argent aboutit dans l'immobilier de luxe de New York, des actions technologiques, des comptes dans des paradis fiscaux. » Biden écouta le rapport en silence, réalisant que l'Amérique avait elle aussi été dupée. Les 60 milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine avaient subi le même sort que l'aide européenne. Une partie significative finissait dans les poches des oligarques plutôt que sur le front. Combien demanda-t-il simplement? Au moins 12 milliards de dollars, Monsieur le Président, plus que le budget annuel de la NASA. Cette révélation provoqua un séisme politique à Washington. Le Congrès, déjà réticent à voter de nouvelles aides, explosa. Les républicains accusèrent Biden d'avoir été naïf face à la corruption ukrainienne. Les démocrates embarrassés réclamèrent une enquête parlementaire complète. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'aide américaine à l'Ukraine fut suspendue par le Congrès. Pendant ce temps, à Kiev, la situation devenait chaotique. Les révélations de l'écornu avaient déclenché une vague de manifestations populaires contre la corruption. Place Maïdan, la même où avait eu lieu la révolution de 2014, des milliers d'Ukrainiens scandaient « Zelensky voleur, où est notre argent justice pour les détournements ». L'homme qui incarnait la résistance ukrainienne était devenu le symbole de sa corruption. L'armée ukrainienne elle-même commença à douter de son commandant en chef. Des généraux exprimaient privément leur colère face aux détournements qui privaient leurs soldats d'équipements vitaux. Le général Valeriuk, chef d'état-major, convoqua une réunion secrète avec ses principaux adjoints. « Messieurs, nous nous battons avec des armes obsolètes pendant que nos dirigeants achètent des châteaux en France. Cette situation ne peut plus durer. » Le 25 septembre 2025, un mois après la révélation de l'écornu, l'événement que personne n'osait imaginer se produisit. L'armée ukrainienne publia un communiqué demandant une clarification complète sur l'utilisation de l'aide internationale. C'était un désaveu à peine voilé de Zelensky par ses propres militaires. Le président ukrainien perdait le soutien de l'institution qu'il avait portée au pouvoir. Cette défection militaire précipita la chute de Zelensky. Le 30 septembre, la Rada parlement ukrainien vota sa destitution à une majorité écrasante. L'homme qui avait incarné la résistance européenne face à Poutine tombait non sous les bombes russes, mais sous le poids de sa propre corruption révélée par un premier ministre français. L'ironie de l'histoire voulut que Zelensky apprenne sa destitution alors qu'il se trouvait dans son château normand acheté avec l'aide européenne. Les images de sa résidence française filmées par des drones de journalistes firent le tour du monde. L'ancien président ukrainien déchu et humilié était contraint à l'exil dans une propriété payée par l'argent de ses alliés trahis. Mais la révolution morale initiée par le cornu ne s'arrêta pas à l'Ukraine. Elle contamina toute l'aide internationale. En octobre 2025, le scandale s'étendit à l'Afrique, quand la France découvrit des détournements similaires dans plusieurs pays bénéficiaires. Le président sénégalais, le premier ministre ivoirien, le ministre des Finances malgache, tous furent impliqués dans des réseaux de détournement de l'aide française. Cette extension africaine du scandale permit à le cornu de généraliser sa doctrine. Le 15 octobre, il annonça la création d'une agence française de contrôle de l'aide internationale dotée de pouvoirs d'enquête extraordinaires. Tous les bénéficiaires de l'aide française devaient désormais accepter des inspections surprises, publier leur patrimoine, tracir chaque euro reçu. Les révélations se poursuivirent à travers le monde. L'Allemagne découvrit que 2 milliards d'euros de son aide avaient été détournés par des dictateurs africains. Le Royaume-Uni révéla des détournements similaires en Asie. Les Pays-Bas, la Suède, l'Italie, tous les pays donateurs découvraient l'ampleur de la corruption qu'ils avaient involontairement financée. Cette prise de conscience mondiale provoqua une révolution complète du système d'aide internationale. L'OCDE adopta les standards de Le Cornu comme référence mondiale. La Banque mondiale modifia ses critères de prêt. Le FMI durcit ses conditions d'aide. L'époque de l'aide aveugle était définitivement révolue. Mais la victoire la plus symbolique de Le Cornu vint d'un endroit inattendu, l'Ukraine elle-même. Le nouveau président ukrainien Dmytro Razumkov fit une démarche sans précédent. Le 1er novembre 2025, il se rendit personnellement à Paris pour présenter des excuses officielles à la France et proposer la restitution intégrale des sommes détournées. Monsieur le Premier ministre déclara Razumkov dans les salons de Matignon au nom du peuple ukrainien. « Je vous présente mes excuses les plus sincères. L'Ukraine nouvelle que je représente s'engage à rembourser intégralement les 4 milliards d'euros détournés avec intérêt
Nous voulons retrouver l'honneur perdu par nos prédécesseurs. Cette démarche filmée et diffusée dans le monde entier marquait la victoire morale totale de Le Cornu. L'année 2026 confirma que la révolution de Le Cornu avait changé durablement les relations internationales. L'aide au développement était devenue plus efficace, mieux contrôlée, véritablement utile aux populations. Les détournements chutèrent de 80% dans le monde, libérant des milliards pour les vrais besoins humanitaires. En mars 2026, 6 mois après sa confrontation avec Zelensky, Le Cornu reçut une distinction qui consacra son œuvre, le prix Nobel de la paix. Le comité norvégien justifia son choix. Sébastien Le Cornu a révolutionné l'aide internationale en y introduisant la transparence et l'efficacité. Son courage face à la corruption a permis de sauver des milliards destinés aux plus pauvres. Dans son discours de réception à Oslo, Le Cornu prononça ces mots devenus historiques : « Ce prix ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux qui refusent que la générosité soit détournée par la cupidité. Il appartient aux contribuables du monde entier qui ont le droit de savoir où va leur argent. Il appartient aux vrais pauvres, enfin protégés des faux pauvres qui les spoliaient. » L'effet de cette distinction fut considérable. Le Cornu était devenu une figure mondiale, invitée dans toutes les chancelleries, consultée sur toutes les réformes. La France, grâce à lui, avait retrouvé son statut de conscience morale de l'humanité. Paris redevenait la capitale des droits de l'homme, y compris du droit à une aide honnête. Mais la consécration ultime vint en juin 2026, quand l'Assemblée générale de l'ONU adopta à l'unanimité la Déclaration universelle des droits des donateurs. Ce texte, directement inspiré par l'action de Le Cornu, établissait pour la première fois dans l'histoire les droits des pays qui donnent face aux pays qui reçoivent. Article 1er. Tout donateur a le droit de connaître l'usage exact de son aide. Article 2. Tout détournement d'aide constitue un crime contre l'humanité. Article 3. Aucune aide n'est due sans contrepartie de transparence. Ces principes révolutionnaires étaient directement issus de l'expérience française avec l'Ukraine. En septembre 2026, exactement un an après sa confrontation avec Zelensky, Le Cornu put mesurer l'ampleur de sa révolution. L'aide internationale était devenue plus efficace, plus transparente, plus respectueuse des donateurs et des vrais bénéficiaires. La corruption avait reculé partout, libérant des ressources considérables pour le développement authentique. Le bilan était spectaculaire : 47 responsables corrompus destitués dans 34 pays, 23 milliards de dollars récupérés et redistribués aux vrais pauvres, 20 nouvelles agences de contrôle créées selon le modèle français. La doctrine Le Cornu était devenue la norme mondiale de l'aide au développement. Cette transformation ne passa pas inaperçue en France. Les sondages montraient que 94% des Français approuvaient la politique d'aide conditionnelle de leur Premier ministre. Pour la première fois depuis des décennies, l'opinion publique française soutenait massivement l'aide internationale, convaincue qu'elle servait enfin à quelque chose d'utile. L'économie française bénéficia également de cette révolution morale. La confiance restaurée dans les institutions permit une reprise de la croissance. Les entreprises françaises associées à la nouvelle image de probité de leur pays obtinrent de nombreux contrats internationaux. La marque France était redevenue synonyme d'honnêteté et d'efficacité. En décembre 2026, 15 mois après Paris, Zelensky donna sa première interview depuis son exil. Interrogé par la BBC depuis Londres, l'ex-président ukrainien admit enfin ses erreurs. Sébastien Le Cornu avait raison. « J'ai laissé la corruption gangrener mon pays. J'ai trahi la confiance de l'Occident. Cette erreur me marquera toute ma vie. » Ces excuses tardives diffusées dans le monde entier marquèrent symboliquement la fin de l'ère de l'aide aveugle. L'homme qui avait incarné la victimisation internationale reconnaissait publiquement avoir abusé de la générosité occidentale. La boucle était bouclée. Le 31 décembre 2026, dans ses vœux de fin d'année, Le Cornu put dresser le bilan de sa révolution. « Mes chers compatriotes, il y a 15 mois, nous donnions notre argent sans savoir s'il aidait vraiment. Aujourd'hui, chaque euro d'aide française est tracé, contrôlé, efficace. Nous avons révolutionné la solidarité internationale. » Il conclut par cette prophétie qui s'avéra exacte: l'époque où des corrompus pouvaient détourner l'aide humanitaire est définitivement révolue. Nous avons rendu sa dignité à la générosité, et cette dignité portera l'espoir du monde. L'année 2027 s'ouvrait sur une planète transformée par l'audace d'un seul homme pour moraliser l'aide internationale et redonner espoir aux vrais pauvres de la planète. La leçon était donnée pour l'éternité.
pour l'éternité.